Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Encore une polémique à Sciences Po. C'est un courage absolument admirable d'une étudiante iranienne. Elle est en sous-vêtements dans la rue. L'association collective féministe qui dit lutter contre l'oppression sexiste, raciste et capitaliste. Une association qui organise une réunion non mixte et non blanche. Parce qu'elle vient d'être harcelée quelques minutes auparavant par la police des mœurs. Les femmes auront des droits, le droit de respirer. Mais ça va pas bien. Évidemment une image totalement insoutenable pour le régime iranien. Nous avons aussi décrété que les femmes avaient désormais le droit de porter des burkas colorés. Mais attendez, de quoi on parle? Les couleurs réglementaires seront marron foncé, bleu foncé et noir foncé. Nous sommes en guerre. Quelle guerre! Et quelle guerre! On est en guerre. Est-ce qu'on est au moins en... Parce que je ne m'entends pas là, en micro. Hein, on est en guerre, c'est très bien. Et on est en guerre pourquoi? Oui, parce que je ne m'entendais pas dans le micro et c'est... Eh bien, on est en guerre parce que... Sur tous les fronts. Dans 2 jours, les élections américaines. L'Amérique en guerre avec elle-même. Russie-Ukraine, Proche-Orient. Et en attendant, on va parler aussi de la guerre de l'école. Comment guerre de l'école? L'école privée, mais c'était fini, c'était réglé, c'était les manifestations monstres de 1984. Non. Un amendement, ça revient, on va en parler avec le directeur de Contribuables Associés. Il se passe des choses sur ce front-là. On ne sait pas jusqu'où. On va parler de ça et puis on va parler de cette extraordinaire, terrible séquence de cette étudiante iranienne se mettant en sous-vêtements parce qu'elle est harcelée par les Basiji et la police iranienne. Et on se demande ce qu'elle est devenue. Et c'est terrifiant. Ça se passe aujourd'hui en 2024. Et puis, on va évidemment parler du Gorafi. Vous savez, tout le monde connaît le Gorafi. Tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux connaissent le Gorafi. Drôle, parodique, plein d'humour, politiquement incorrect, au très très bon sens du terme. Et puis nous allons recevoir David Duquesne. Ne fais pas ton français. Pourquoi? Eh bien, très 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 beau livre, Confession sur le métissage et ses effets pervers. Alors, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle évidemment l'extraordinaire thriller de Michael Jackson qui date de 40 ans déjà, hein, 1983-84 thriller. Et qui a composé cela? Qui a arrangé cela? Eh bien, le très 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 grand arrangeur, le plus grand arrangeur des États-Unis, le plus grand compositeur des États-Unis, Quincy Jones. Quincy Jones vient de mourir à 91 ans. Il a fait, vous savez, We Are the World, We Are the Children, avec la... Très bien. Voilà, c'était tout le showbiz américain, les plus grands, évidemment Michael Jackson et Bob Dylan et Bruce Springsteen, tous étaient là, ils étaient une quarantaine, une cinquantaine à chanter ensemble, entièrement dirigés par Quincy Jones. Et je rappelle juste un mot, Quincy Jones est venu 4 ans à Paris, il faisait partie du grand orchestre d'Eddie Barclay, et il était venu à Paris, c'était déjà un jeune trompettiste de l'orchestre de Duke Ellington. Il est venu à Paris pour étudier la musique avec Nadia Boulanger, la très grande Nadia Boulanger. Et voilà, un très très grand artiste qui disparaît. Hommage à Quincy Jones. Mais heureusement, vous pouvez l'écouter puisque voilà, on a toute la technologie du monde pour l'écouter. La blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et voilà, alléluia, alléluia, disent les grands partisans de l'école publique. On vient de déposer un amendement qui va assurer la totale la gratuité de l'école publique. 6 milliards 200 millions d'euros. On a trouvé, en ces temps de dette publique abyssale, on a trouvé 6 milliards 200 millions d'euros et on va les appliquer pour que l'école publique soit gratuite. Mais on les prend où? On les prend où, ces 6 milliards 200 millions d'euros? Mais voyons, mais bon sang, mais c'est bien sûr, à l'école privée. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés. Très belle chanson d'Yves Montand écrite par Jacques Prévert en sortant de l'école. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé ceci. Mardi 29 octobre, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté le budget de la mission, commission des finances, a adopté le budget de la mission anciennement scolaire du projet de loi de finances 2025, profondément remanié par de nombreux amendements du groupe LFI-NFP. Voilà. Et alors, parmi ces amendements, eh bien, il y a un amendement du député La France Insoumise, Paul Vannier, et qui dit un truc très simple, pour lui très très simple, ça a été adopté, encore une fois le 29 octobre en commission. Il envisage de financer la gratuité totale de la scolarité, donc de l'école publique, par la suppression de l'essentiel, en tout cas une grosse partie des crédits de l'enseignement privé. Voilà, je vous ai donné les chiffres, 6 milliards 300 millions, ou 6 milliards 200 millions, et bon voilà, on fait une soustraction et on fait une addition. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Bonjour Benoît Perrin. Bonjour André. Vous êtes directeur de Conscrits et Associés qui a fait une remarquable étude, je le dis parce que je la recommande vraiment, sur école, public-privé, écart de coûts et écart de résultats. Voilà, vous avez fait ça pour la rentrée là, qui vient de paraître, rentrée 2024. Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est une proposition, certes, ce n'est pas du tout voté, mais quand même, ça a été ratifié par la commission des finances. En fait, je crois que effectivement, la partie la plus radicale à gauche de l'Assemblée, en fait, utilise toujours la même stratégie, c'est-à-dire en fait, pour promouvoir la gratuité pour tous, eh bien, ils vont piocher dans la poche des uns et des autres, et notamment, en gros, ceux qui réussissent. Ils vont piocher dans la poche des grosses entreprises pour financer les dépenses inconsidérées qui sont les leurs. Ils vont piocher dans l'argent des contribuables qui ont le mieux réussi pour financer les aberrations qui sont les leurs. Et là, payer les riches. Exactement. Et là, même logique. Plutôt que de se dire, en fait, il y a des choses qui fonctionnent. Par exemple, des grandes entreprises qui marchent bien. Par exemple, des Français qui réussissent bien. Comment ils ont fait ? Comment, finalement, on peut les imiter ? Et là, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, il y a un système qui marche bien. En l'occurrence, le système privé, qui marche bien en termes de résultats et en termes de coûts. On va y revenir. Ouais. Eh bien, plutôt que de s'inspirer des méthodes qui fonctionnent, eh ben, on va tout casser. Voilà. Et la logique est finalement toujours la même. C'est-à-dire une espèce d'égalitarisme forcené qui, en fait, les induit, si vous voulez, les conduisent, à vraiment casser tout ce qui marche. Et je regarde avec mes enfants, il y a quelques semaines, le fameux film de Marcel Pagnol, évidemment, La gloire de mon père. Et là, vous voyez le père de Marcel Pagnol, qui est anticlérical, j'aurais tendance à dire, vraiment comme eux. Mais ce qui m'a frappé dans le discours du père de Marcel Pagnol, c'est, en fait, on va adopter la morale, qui est finalement très proche de la morale chrétienne, oui. Et de l'autre côté, on va copier, c'est-à-dire qu'on va être très exigeant envers ses élèves sur le français, les maths. Donc autrement dit, on va vraiment viser l'excellence, ce qu'arrivait à apporter l'école privée à l'époque, et plutôt que de adopter ce qui fonctionne, les anticléricaux d'aujourd'hui, en fait, veulent tout casser. Et alors oui, et en plus ça va au-delà de l'anticléricalisme et ça va au rivage du wokisme, etc., etc. Alors justement, parlons-en. Alors on dit ça, alors donc on veut supprimer, on veut déshabiller Pierre pour habiller Paul, pour finir d'habiller Paul. Alors qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors justement, aujourd'hui, parlons-en parce que beaucoup, y compris des fils de ministres, de gauche, même progressistes, etc., mettent leurs enfants à l'école privée quand ils peuvent, parce que évidemment, il faut le pouvoir. Mais alors, qu'est-ce que vous avez constaté entre écart de coûts et écart de résultats entre école publique et école privée ? Alors le premier point, André, c'est qu'on s'est dit que très simplement le sujet de l'école, c'est comme toutes les politiques publiques en France, ça mérite en fait d'être passé au scanner. On analyse la politique de la ville, voilà, la politique de l'emploi, la politique de la fiscalité environnementale ou que sais-je. Je vois pas pourquoi on s'intéresserait pas au sujet de l'école. Et pourquoi ce sujet, je crois, est vraiment fondamental, c'est que d'abord évidemment ça prépare l'avenir, donc on peut pas considérer que c'est un sujet secondaire. Deuxième point,
on a vu qu'on consacre collectivement, c'est-à-dire État et famille, de plus en plus d'argent à l'école. Donc très concrètement, c'est-à-dire que ça mobilise à peu près aujourd'hui 70 milliards d'euros de dépenses. Si vous regardez toutes les dépenses de l'État, les dépenses des familles, les dépenses des entreprises, c'est à peu près 170 milliards d'euros. Totalisé, ça fait 170 milliards d'euros. C'est le double que l'année où je suis né, c'est-à-dire il y a exactement 44 ans, 1980. Donc je veux dire, on a en droit de se poser des questions sur, finalement, en quelque sorte, où passe cet argent, avec des résultats, et ça on le sait, qui sont de moins en moins bons. Et là, pour le coup, on le voit tous les jours si on a la chance d'avoir des enfants, et puis on le voit très simplement dans les comparaisons internationales. On voit que dans le fameux classement PISA, on est à la traîne en mathématiques, en compréhension de la langue. Donc je veux dire, on consacre beaucoup d'argent avec des résultats qui sont vraiment pas au niveau. Donc c'était l'objectif, en fait, c'était de se dire, l'objectif de cette étude, c'est de dire, eh bien, on va comparer des systèmes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le public, on a d'un côté le privé. Finalement, quels sont les écarts de résultats et quels sont les écarts de coûts. Alors, quels sont les écarts les plus parlants, les chiffres les plus parlants Et là, si on doit retenir une information de cette étude, c'est que, globalement, les résultats sont meilleurs dans le privé. On le sait pour le coup, parce que là, vous avez des classements dans des célèbres hebdomadaires qui paraissent tous les ans, que ce soit dans le collège ou au lycée. Première information. Aussi bien le collège qu'au lycée. Exactement. Et deuxième information, c'est surtout l'écart de coût. Et ça, c'est fondamental. On s'est aperçu qu'il y avait un écart de coût d'à peu près 30%. 30% entre le coût d'un élève dans le privé et le coût d'un élève dans le public. C'est-à-dire que l'élève dans le public coûte 30% plus cher à la collectivité qu'un élève dans le privé. Et c'est ça qui est fondamental. Si on regarde 30% plus cher. 30% plus cher. Ouais. Et c'est pour ça que ça nous a, sauté au visage, surtout dans une époque où on cherche des économies partout. On devrait là aussi se dire, le privé, je dis bien globalement, il y a beaucoup d'exceptions. Évidemment, si vous allez à Henri IV, lycée public à Paris, si vous allez... Il y a de très bons lycées publics. Il y a de très bons lycées publics, évidemment. Évidemment. Mais si on prend les choses de manière un peu froide, global, justement, sans idéologie, parce que l'objectif de Contribuable Associé, c'est pas du tout d'être dans l'idéologie, c'est juste de regarder ce qui marche et ce qui coûte le moins cher. Est-ce qu'on peut faire mieux avec moins? Eh bien, l'exemple du privé est un bon exemple. Et notamment sur, encore une fois, le coût, où on voit globalement que, pourquoi, justement, il y a cet écart globalement de 30%. Très simplement parce que, dans le privé, d'où ça vient. Les classes, il y a plus d'élèves dans les classes, dans le privé que dans le public. Dans le premier degré, il y a 2 élèves de plus par classe. Dans le secondaire, il y a 1,5 élèves de plus. Donc, on va dire effet de masse. Deuxièmement, très simplement, les pensions de retraite. C'est tout bête. Mais quand vous êtes prof dans le public, vous êtes fonctionnaire. D'accord ? Et donc, du coup, votre retraite est calculée sur vos 6 derniers mois. Ce qui fait une retraite d'à peu près 2500 €. Dans le public, dans le privé, pardon, quand vous êtes prof, vous cotisez au régime général des retraites, et du coup, qui est calculé sur vos 25 meilleures années. Donc ça coûte moins cher. C'est-à-dire, fonction publique, c'est 6 derniers mois qu'on calcule la retraite. Exactement. Le privé, c'est 25 ans. 25 dernières années. Et dans le public, en général, on gagne mieux sa vie en fin de carrière, justement parce qu'il y a une grosse part d'ancienneté. Donc ça coûte plus cher en termes de retraite. Il y a un truc tout bête, c'est que dans le privé, on s'est aperçu, et on l'a vu avec des directeurs d'école, c'est que les professeurs remplacent plus naturellement des collègues absents que dans le public. Autrement dit, dans le public, très souvent, et là, il suffit de parler avec les gens qui nous entourent pour s'apercevoir que dès qu'il y a un prof qui est absent, il est finalement pas systématiquement remplacé. Alors que dans le privé, il y a une espèce de solidarité qui s'exerce, précisément parce que les gens se tiennent en gros dans un projet beaucoup moins... En tout cas, beaucoup moins pénalisant, parce que des profs viennent donner un coup de main aux profs absents. Ensuite, il y a moins de profs agrégés dans le privé que dans le public. Et un prof agrégé, ça coûte plus cher. Ensuite, élément fondamental, dans le public, vous avez donc beaucoup de fonctionnaires qui sont profs, évidemment. Et donc, du coup, dès lors que vous augmentez le point d'indice, c'est-à-dire que dès que le gouvernement veut faire un geste, vous savez, envers les fonctionnaires, ça a un poids très important. Le nombre de fonctionnaires dans le ministère de l'Éducation nationale, c'est, tenez-vous bien André, 1,2 million de fonctionnaires. C'est 50% des fonctionnaires de l'État. 1,2 million de fonctionnaires. Voilà. Qui n'enseignent pas. Alors, qui enseignent et qui n'enseignent pas. Et là, on va y venir justement, qui n'enseignent pas. C'est ça qui est très intéressant. Quelle est la part, C'est ça qui est justement très intéressant. Et donc, juste pour terminer sur le nombre de fonctionnaires, pour comprendre qu'en fait, l'enseignement, l'éducation nationale, c'est 50% des fonctionnaires de l'État. C'est 20% des fonctionnaires globaux, si on prend la fonction publique territoriale, la sécurité sociale et l'État. Donc, je veux dire, dès que vous augmentez le point d'indice,
je rappelle quand même qu'il a augmenté de 3,5% l'année dernière, eh bien ça a un impact considérable sur les coûts. Et donc vous parliez de manière très, très juste effectivement de cette histoire on va dire d'encadrement, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que l'éducation nationale, c'est quasiment l'exemple caricatural de la suradministration française. Pour vous donner un chiffre, vous avez, tenez-vous bien, à peu près, pas à peu près même, exactement 220 000 encadrants, donc parmi ces 1,2 million là, de fonctionnaires dont je parlais, 220 000 encadrants. En Allemagne, ils sont 87 000. Au Royaume-Uni, ils sont 100 000 pour exactement le même nombre d'élèves. Donc vous avez en fait, en quelque sorte, ce qui se passe dans l'école, c'est ce qui se passe un peu, vous savez, dans les hôpitaux, où on vous dit, il y a les ARS et autres. Exactement. Il y a beaucoup de personnel qui ne sont pas face à des patients. Et ben dans l'école, c'est exactement pareil. Alors, on a une suradministration très importante dans les rectorats. Alors, Benoît Perrin, expliquez ces encadrants, c'est quoi leur mission? Alors les encadrants, ils sont beaucoup dans ce qu'on appelle donc le millefeuille administratif et quel millefeuille territorial. Donc vous avez en France le ministère est divisé en plein de départements évidemment, mais exactement comme dans la santé, vous avez les ARS, les groupements hospitaliers, les hôpitaux et tout ça. Là vous avez des régions académiques, il y en a 18. Vous avez des académies, il y en a 30. Vous avez des directions académiques, vous en avez 97. Il y a des circonscriptions du premier degré, il y en a à peu près 1000. Donc vous avez à chaque strate énormément de personnes administratives qui pondent souvent des normes et qui réduisent d'autant, et c'est ça, je crois, un élément clé, l'autonomie des établissements. C'est-à-dire que le gros avantage, je crois, du privé, c'est que les directeurs d'établissements ont beaucoup plus d'autonomie. Ils ont plus de marge de manœuvre. Exactement. Sur le recrutement des élèves, sur le recrutement des professeurs, sur les normes qu'ils doivent appliquer. Donc, autrement dit, et on le sait bien, qu'est-ce qui fait la réussite d'un établissement scolaire? Qu'est-ce qui fait que les élèves apprennent mieux? C'est évidemment la motivation du corps professoral, l'autonomie justement des directeurs d'établissement, la bonne ambiance, évidemment moins de problèmes d'insécurité qu'ailleurs. On le voit bien que globalement, les Français, au-delà de l'aspect évidemment culturel, ont vraiment tendance à vouloir inscrire de plus en plus leurs enfants dans le privé. Question de qualité, question d'efficacité. On va en parler avec vous encore, Benoît Perrin, c'est passionnant. Juste après cette petite pause, effectivement, école privée, école publique, il y a véritablement un fossé qui se creuse. Et pourquoi? On a commencé à en parler, on continuera. Et vous voulez réagir? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, qui a fait une excellente étude sur les rapports entre école publique et école privée, avec des chiffres qui effectivement interpellent, vous en avez parlé. Mais je voudrais revenir à cela. Là, je rappelle que proposition de LFI, d'un député La France Insoumise, supprimer 6 milliards 300 millions de budget alloué au privé pour le reporter sur l'enseignement public pour obtenir la totale gratuité. Mais justement, rappelons, parce que l'école privée a quand même une très grosse subvention de l'État. Enfin, c'est surtout l'État. Alors exactement, c'est ce qu'il vous rappelait, André, c'est que l'école publique, par définition, elle est financée à 100% par de l'argent public, et le fonctionnement en fait de l'enseignement privé est financé à 75% par de l'argent public. Vous avez une part de l'État. C'est à peu près 9 milliards. Et puis après, vous avez une part qui est payée par les collectivités locales, à peu près 3 milliards. Ce qui fait en gros une subvention, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et le reste, c'est les parents. Et le reste, exactement, c'est à peu près 25% du reste des dépenses. Ce sont les parents. Et les collectivités locales, comme vous le savez, financent vraiment via une espèce de subvention communale pour les écoles, une subvention du département pour les collèges, et puis c'est financé pour les lycées par les régions. Donc il y a en fait beaucoup d'argent. Et quand les députés LFI disent que le système est majoritairement financé que le système du privé est majoritairement financé par le public, ils ont raison. Encore une fois, c'est 75%. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que par tête de pipe, par élève, ça coûte, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, 30% moins cher. Oui. Donc plutôt que de dire, en gros, il faut supprimer le privé, nous pensons au contraire qu'il faudrait développer le privé pour faire des économies. Vous voulez dire simplement que les stratégies d'enseignement et du privé devraient être généralisées au public. En tout cas, on est en droit quand même de se dire, dans un moment où on doit chercher des économies, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne, et en l'occurrence, l'autonomie notamment des chefs d'établissement devrait être un axe majeur pour justement améliorer la performance des élèves et faire des économies. Et très concrètement, si demain, vous parlez à un maire d'ailleurs,
et vous lui demandez, globalement, est-ce que vous seriez d'accord pour supprimer l'école privée de votre commune ? Il y a de grandes chances qu'il vous réponde non. Alors au micro, il dira oui, peut-être que c'est scandaleux patati patata, parce que ça me coûte de l'argent, mais il le fera jamais. Pourquoi ? Parce qu'il a bien compris que si le privé disparaît de sa commune, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Ouais, donc il a aucun intérêt, parce qu'il faudra construire des bâtiments, il faudra embaucher du personnel, il faudra augmenter donc l'argent globalement consacré à l'éducation. Donc il n'a aucun intérêt. Donc en fait, les responsables politiques devraient presque remercier le privé de se développer, parce qu'encore une fois, grâce au privé, on fait des économies. Mais ce qui est intéressant quand même, le privé, on dit qu'il est privé, mais quand il est subventionné aux 3/4 par l'État, quelle est la marge de manœuvre ? Je m'explique. Vous dites l'autonomie, d'accord ? Est-ce que le pédagogisme qui règne actuellement touche autant l'école privée que l'école publique ? Et deuxièmement, la question de l'évaluation des enseignants. Alors, pour toucher cet argent public, l'école privée doit se conformer au programme. Et deuxièmement, doit assurer qu'il n'y a pas de discrimination, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont la liberté d'accepter ou de refuser des élèves. Ouais. Ils ont une obligation de non-discrimination. D'accord. Et en contrepartie en quelque sorte de ces deux obligations, ils peuvent percevoir encore une fois une partie de l'argent public. Sur la question des évaluations, moi ça me semble pas du tout anormal de bien évaluer les profs. Mais ce qui me semble même anormal, c'est que les profs soient fonctionnaires. Je vois pas au nom de quoi les profs seraient fonctionnaires. Et si on casse en fait ce statut de la fonction publique pour les profs, qui pourrait être confié encore une fois à des profs par définition du privé, si on les évalue, ma foi, les bons profs sont gardés dans les établissements et les mauvais profs ne sont pas reconduits dans les établissements. La culture de l'évaluation, je vois pas pourquoi elle s'applique à toutes les politiques publiques, à tout, voilà, sauf aux profs, sauf aux magistrats. Les magistrats, c'est exactement le même sujet. Donc la culture de l'évaluation est une culture qui est quasi absente en fait de l'éducation nationale, et on voit que même les meilleurs profs ont finalement en fin de carrière un salaire qui est quasiment identique, puisqu'on l'a vu, c'est en grande partie par l'ancienneté qui progresse. Et du coup, je crois que ça décourage considérablement un certain nombre de jeunes qui ont l'amour en fait de la transmission. Dans l'enseignement. Exactement. Et qui disent en fait, ça sert à rien que je fasse bien mon boulot ou pas bien mon boulot. Au final, je gagnerai autant, et en plus, je serai pas forcément soutenu par ma direction. Donc finalement, autant embrasser d'autres carrières. Et on voit d'ailleurs que dans les concours administratifs, notamment de profs, on manque cruellement de candidats. Et donc, puisqu'on manque de candidats, forcément, on recrute des gens avec un niveau qui est moins bon. Et dernière question, Benoît Perrin, vous estimez, c'est un peu provocateur, mais enfin, que les profs de maths devraient être mieux payés que les professeurs de sociologie ou de psychologie. Je vois pas pourquoi en fait le marché en fait devrait être aussi exclu de la rémunération des profs. C'est-à-dire que très concrètement, des professeurs le marché dans l'éducation nationale, encore un réactionnaire. Non, mais si finalement on supprime le statut de fonctionnaire, on peut peut-être mieux payer les profs justement, et se dire qu'un prof, en l'occurrence un prof de maths, peut retrouver plus facilement du travail dans le privé. Pourquoi ne pas effectivement mieux le payer que d'autres professeurs pour cette raison-là ? Parce qu'en fait, si on veut garder les bons profs, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas que le salaire dans la vie. Et il n'y a pas que le salaire qui dissuade les gens d'embrasser telle ou telle carrière. Mais malgré tout, les bons profs et les profs qui sont facilement reconvertibles dans un autre univers, ça ne me choquerait pas qu'ils soient mieux payés que les autres. Eh bien écoutez, école privée, public-privé, écart de coût, lisez-le. C'est une étude remarquable du contribuable associé. Vraiment, on donne les chiffres et on donne et tous ceux qui ont des enfants et tous ceux qui ont été à l'école apprendront beaucoup de choses. Voilà, et l'objectif, encore une fois, c'est que tous les enfants de France bénéficient du meilleur enseignement, qu'ils soient privés ou publics. L'important, c'est vraiment qu'ils soient des citoyens responsables. Voilà, et ça me paraît la moindre des choses, effectivement. Et une question ou une réaction, un numéro de téléphone, le 0826 300 300. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Elle s'appelle une histoire terrible, terrible, terrible. Une étudiante dévêtue sur le campus de l'université Azad de Téhéran. On l'a tous vu, enfin, vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme, cette jeune fille qui se balade en soutien-gorge et slip. On a essayé de l'arrêter parce que son voile n'était pas bien mis, qu'il y avait quelques mèches. Eh bien, ce qu'elle a fait, eh bien, elle s'est déshabillée. Elle est restée là. Après, on l'a
engouffré dans une voiture, on a commencé à la taper, puis c'était fini, plus d'images évidemment. Terrifiant, encore un quotidien, on n'en parle pas, voilà, en Iran, à Téhéran. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas si elle est encore vivante, on ne sait rien. Alors Amnesty Iran, tout le monde a protesté, etc. On proteste, vous savez, ça rappelle la jeune kurde Mahsa Amini qui avait été arrêtée pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire. Et le mouvement Femmes, Vie, Liberté, durement réprimé par les autorités, la mort de 551 personnes et des milliers d'arrestations selon 2 ONG. Vous savez, le code vestimentaire strict aux femmes. Quand on voit ces images, on est quoi, plus que bouleversé. C'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant qu'encore 2024 et que, au fond, on en parle. Oui, on proteste, mais ça ne change rien à ce régime et à ce régime de tortionnaires et ce régime totalitaire qui est là. Et je ne parle pas des pendaisons. Je voudrais juste donner un chiffre et on a vérifié, c'est ça. Durant le mois d'octobre, 161 personnes ont été pendues par la République islamique d'Iran, soit un Iranien exécuté tous les 4 heures ou presque. Enfin, c'est quand même terrifiant. Et cette femme nous rappelle évidemment une image que tout le monde a vue, mais qui date, elle, d'il y a plus de 35 ans, au moins. C'était place Tiananmen, quand il y avait la très sévère répression des autorités chinoises contre les dissidents. Et vous vous rappelez cette image incroyable, on voyait un homme tout seul, il y avait un défilé de chars, un homme debout, seul, était là et a obligé, en tout cas dans l'image, on la voit, à ce que le défilé de chars, le char se détourne pour ne pas être écrasé. En tout cas, on ne l'écrase pas, bien sûr. Il y avait les caméras, il y avait tout cela. Et voilà. Et aujourd'hui, 35 ans après, une femme iranienne debout, une jeune femme iranienne debout avec un courage incroyable parce qu'elle sait très bien le sort qui l'attend. Voilà, ça se passe aujourd'hui. Et pas si loin que chez nous. Alors vraiment, espérons qu'il y aura des gens devant l'ambassade d'Iran aujourd'hui ou demain, en tout cas pour dire ce qu'ils en pensent. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, je vais vous dire, jusqu'ici en France, il y avait l'agence France Presse qui diffusait les informations que tous les journalistes reprenaient. Eh bien, aujourd'hui, il y a une agence qui concurrence très sérieusement l'agence France Presse. Ça s'appelle le Gorafi. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Tic-tac, tic-tac, tacati-taki, tic-tac, tic-tac, tacati-taki, tic-tac, tic-tac, t'es cocu qu'attends-tu, cuite-toi tes cocus, taca-taca, cuite, et quitter ton quartier, tacati-taki, tic-tac. Bobby Lapointe. Pourquoi Bobby Lapointe? Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Quand je lis le Gorafi, je pense à Bobby Lapointe, qui était un des chanteurs qui avait le sens, qui était en très bon terme avec les mots et qui savait ce que c'était que le sens des mots. Alors vous allez me dire, mais de quoi vous parlez? Ben voilà, la nouvelle agence de presse, enfin elle existe depuis 13 ans, le Gorafi. Eh bien écoutez, il nous donne des informations qu'on n'avait pas vues jusqu'ici. Par exemple, vous voulez savoir, une information, Cyril Hanouna demande l'asile politique en Corée du Nord. Vous ne saviez pas ça? Eh ben oui. L'eau du Gange sera versée dans la Seine pour l'assainir. C'est Hidalgo, je crois, avec Oudéa Castéra qui ont décidé ça. Jordan Bardella, furieux de voir le score du Rassemblement National écrit en chiffres arabes. C'est vrai, il y a de quoi s'énerver, quoi. C'est vrai. Et après, alors voilà, après l'abaya, Gabriel Attal souhaite aussi interdire les dégradés chez le coiffeur. Il a raison. Voilà encore une nouvelle qu'on ne connaissait pas. Et Boeing, qui est en difficulté, cesse son partenariat avec Lego pour la construction de ses 737. Bon, vous avez compris que, évidemment, c'était au 3e degré, au 4e degré. Mais c'est très drôle, le Gorafi, c'est devenu une institution. Je vois pas quelqu'un qui regarde pas les déformations du Gorafi, mais en même temps, ça atteint des choses. Bonjour, Sébastien Liebus. Bonjour. Alors, dites-moi, il y a quand même une information qui m'a... Très fausse. Alors, fondateur Jean-François Buissière, directeur Jean-François Buissière et comptabilité Jean-François Buissière. Oui, mais qui est Jean-François Buissière? C'est notre fondateur, enfin directeur général. Oui. Son fondateur, c'est plutôt son aïeul Jean-René Buissière. Mais Jean-François Buissière, qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui, il préfère rester dans son chalet de Stadt,
à faire sa comptabilité et à compter ses actions. Et voilà. C'est ça. Donc c'est lui qui chapeaute en quelque sorte. Et je dois vous dire que vraiment, vous avez un PDG extraordinaire. Donc Jean-François Bisson, juste quelques mots. Hein. Il écrit une nouvelle préface, la nouvelle préface de l'édition de 2024 du Gorafi. Je ressens toujours le même plaisir, si ce n'est plus, que lorsque j'ai approuvé mon premier plan de licenciement collectif. Il est de ces petits plaisirs qui rythment une vie de financier et de capitaine d'industrie comme la mienne. Recevoir son premier parachute doré, encaisser ses premiers dividendes après un fructueux délit d'initié, dicter une préface par téléphone, tandis que je nage dans la piscine d'un capitaine d'industrie d'un pays visé par des sanctions internationales. Il faut savoir profiter des choses simples. Oui, c'est ça, les choses simples. Voilà, les choses simples. On oublie tellement ça. C'est vrai, c'est vrai. Revenir à la simplicité. Alors, d'abord, comment ça s'est passé, le Gorafi ? Comment ça a été imaginé ? Comment c'est né ? C'est né en 2012, sur Twitter, tout simplement. Ouais. On a suivi la campagne présidentielle à l'époque de Hollande et Sarkozy. Et à partir de septembre 2012, on a commencé à s'agrandir. On a créé une page Facebook, puis après un site internet. Le Gorafi.fr. Le Gorafi.fr, c'est ça. Et on a eu plusieurs articles qui nous ont mis en orbite. Alors, on a failli sortir les Panama Papers, mais on a laissé ça à Mediapart. Mais on les avait en premier. Non, on a fait un article qui était trop souriant dans le métro. Il finit en garde à vue. Voilà. Et ça, c'est un article qui a énormément circulé, au point que des gens étaient persuadés que quelqu'un avait été arrêté dans le métro parce qu'il souriait trop. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne sourient plus du tout dans le métro. C'est à cause de nous. C'est terrible, oui. Et vous étiez combien au départ ? J'étais tout seul dans ma tête. Ah d'accord. Voilà. Et ensuite, l'équipe a commencé à s'agrandir. On est passé de 2 à 6 à 12. Maintenant, je crois qu'on est à 565. Ah oui, contributeurs. Non, mais on est à peu près une quinzaine d'auteurs. D'accord. Ce sont tous des auteurs de comédie, des comédiens, des comiques. Alors, on a longtemps laissé dire que c'était des journalistes qui écrivaient en secret. Non. Non, c'est pas ça. On a essayé les journalistes. On a essayé Pascal Praud, mais ça n'a pas marché. D'accord. Encore une fake news, hein. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah bon. Mais alors, ce qui est extraordinaire, quand même, je rappelle, dites-moi, il y a des gens qui ont pris au pied de la lettre vos informations et vos articles. Ah bon ? Je cite. Ah ben écoutez, alors ça c'est magnifique quand même. Le Toyota constructeur de clitoris. Voici ce que le Gorafi écrivait en 2013. 89% des hommes pensent que le clitoris est un modèle de Toyota. Cette information absurde, présentée comme le résultat d'un sondage par le Gorafi, a été reprise par l'agence de presse italienne ANSA en septembre 2013, dans une dépêche elle-même publiée par le grand quotidien italien Corriere della Sera. Le clitoris étant un modèle de Toyota. Oui, exactement. Et je crois qu'on est interdit d'entrer en Italie depuis. Ils ont assez moyennement apprécié la blague. Mais savez-vous qu'il y a eu un roman, alors authentique, il disait que le clitoris n'est pas un bateau grec. Donc vous voyez que, voilà, c'est... Et alors, très joli avec Marine Le Pen. Vous avez écrit, donc Gorafi, Le Pen, je vais construire un mur entre nous et l'Algérie, et cette dernière va le financer. Et un journal algérien, Al Hayat, l'a publié. Exactement, et pour la petite histoire, quand ils se sont rendus compte de leur erreur, oui. Ils ont prétendu que le rédacteur en chef ce jour-là était malade et que c'était un stagiaire qui avait qui avait sélectionné la une. Donc j'ai trouvé ça un peu facile de se rabattre sur le stagiaire. C'est vrai. C'est toujours le stagiaire qui paye. C'est vrai. Et d'ailleurs, vous avez ajouté, du coup, le rachat du journal El Hayat en Algérie par le Gorafi News Network, une étape de plus dans notre stratégie de Global Media. Et alors, il y a eu ça, très bien aussi, très joli, c'est Atlantico, le site Atlantico, où vous piégez beaucoup de monde. Évoquez un voyage en jet privé de Jean-Luc Mélenchon. L'article reprenait les confidences faites par Mélenchon lui-même, un journaliste du Gorafi, tout en sirotant une coupe de champagne et maladresse stylistique, dit le directeur, notre ami Ferjou. Alors qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah ben ils nous ont juste repris notre information et ils ont oublié de nous citer. Ah, tout c'est simplement. Pas bien ça, c'est pas bien. Et c'est la preuve que nos informations sont complètement sérieuses et fact-checkées plusieurs fois. Absolument. Alors là, très 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 joli, c'est très joli. C'est Monsieur Macron, on est des ouvriers, on a des mains propres. Vous nous serrez la main. À Amiens, le 26 avril, en 2017, le candidat a été interpellé par les salariés de Whirlpool, réagissant à une fausse interview du Gorafi publiée en 2016. Et alors vous disiez effectivement, vous faisiez dire à Macron, quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale pour toute la journée. Alors derrière cette histoire, il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant, c'est que cet article a été, comme vous le disiez, publié en 2016. Et on a constaté dans l'entre-deux tours, ou la veille même du second tour, cet article, ou la veille du
quasiment au moment du premier tour. L'article est republié sur plusieurs pages Facebook qui étaient affiliées à la fois au RN et à la France Insoumise. On avait effacé le logo du Gorafi et rajouté un montage vidéo dans lequel on voyait Macron se laver les mains. Donc il y a quelqu'un qui a fait une espèce de manipulation. Le journal Le Monde a fait un article là-dessus qui s'appelait le blanchiment de fake news pour justement propager une rumeur et tout ça. Tout ça dans la volonté de, comment dire... Aussi bien LFI que le Rassemblement National. C'est ça, mais il y avait une volonté quand même de perturber le scrutin présidentiel. À ce jour, j'attends toujours mon chèque. Parce que je veux bien participer à la perturbation d'une élection présidentielle, mais je ne fais pas ça gratuitement. Et vous n'avez rien reçu? Rien. Incroyable. Vraiment, non, mais c'est l'ingratitude. Non, mais c'est vraiment terrible. Et dites-moi alors, en fait, vous choisissez les gens, disent voilà, il y a une information, et on va la déformer, on va la retourner comme un gant et ajouter quelque chose. L'idée de base, est-ce qu'il y a une idéologie chez vous? Il y a un parti pris ou pas? Non, il n'y a pas de parti pris parce qu'on traite toutes les informations, on fonctionne comme une rédaction lambda, on fait nos revues de presse et on voit qu'est-ce qu'on peut en tirer, en quelque sorte. Et moi je dis souvent, la satire, ça permet d'utiliser différents points de vue, ça permet de faire, c'est drôle parce que c'est vrai, c'est triste parce que c'est vrai, ça permet d'inverser un point de vue, d'utiliser l'ironie et... tous ces éléments-là, en fait, on les a remis un peu au goût du jour parce que on appartient à une sorte d'humour qu'on va dire un peu anglo-saxon, qui est pas un humour à la française, même si Pierre Dac l'a très bien fait juste avant nous. Et je voudrais saluer Jacques Pessy, qui est un ami de la rédaction. Qui officie ici même. Et qui a beaucoup œuvré pour que la mémoire de l'Ossamoile continue. Exactement. Donc, mais nous, on appartient, voilà, on fait cet humour un peu anglo-saxon, un peu pince sans rire, avec un humour qui est très intérieur. C'est-à-dire que le titre doit écraser la blague. On ne doit pas avoir la blague du premier coup. Sinon, ça passe à la... Le titre est très important pour voilà, vous. C'est les 80% de la blague, elle est là. Il faut que le titre soit percutant du premier coup. Et je voudrais donner les titres parce qu'il y a des articles. Ce sont des articles, le Gorafi. Alors oui, il paraît qu'on a des articles derrière. Je l'ai appris en entrant dans ce Oui, c'est extraordinaire. Et j'ai vu, vous ne donnez même pas les crayons de couleur pour souligner. Non, il y a... Alors... Mort de Frédéric Mitterrand, la Thaïlande décrète 3 jours de deuil national. Et puis, alors, il y en a une magnifique aussi, enfin il y en a beaucoup de très très bonnes. La JO 2024 à la ville de Paris demande aux visiteurs étrangers de rester chez eux pendant la compétition, ce qui était pratiquement le cas eu égard à ce qui se passait. Vincent Bolloré rachète Mediapart, ça d'ailleurs c'est très moral. Et le 16 janvier 2024, Michel Drucker tombe dans le domaine public. En fait, ça aussi c'est magnifique. C'est Amélie Oudéa-Castéra, comme beaucoup de Français, je suis obligé de cumuler plusieurs boulots pour m'en sortir. Et puis alors Gérald Darmanin, ça c'est magnifique, il faut lire l'article. Gérald Darmanin annonce la dissolution de Gérald Darmanin. Vous allez voir, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, comme disait l'autre. Et magnifique aussi, relaxé, Éric Dupond-Moretti lance une enquête sur les magistrats qui l'ont accusé d'avoir enquêté sur des magistrats. Et au fond, est-ce que vous réclamez dans l'esprit français ou c'est vraiment anglo-saxon pour vous, là, votre dans la manière de créer cet humour, vous avez l'équivalent aux États-Unis qui s'appelle The Onion. Et j'ai découvert The Onion lors d'un voyage en 2008 à New York. Et j'écrivais, en fait, avant... et je me suis rendu compte que The Onion faisait un petit peu la même chose que moi. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait créer un journal à part entière, entièrement sur ce genre d'humour. Moi, au début, je pensais que ça pouvait être que des petites dépêches publiées au fil de l'eau. Et là, je me suis dit, eux, ils avaient fait un journal à part entière qui existait depuis plus de 15 ans à l'époque. Donc, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de construit avec plusieurs rubriques. Donc, je me suis mis au travail. Il a fallu quasiment 4 ans pour arriver, en fait, à me lancer vraiment. Et après, donc, je trouve qu'on est au croisement de cet humour un peu anglo-saxon et d'un humour français qui va justement jouer sur la satire. La satire, ça renvoie à Voltaire. On a tous appris en terminale. Fait, donc c'est très intéressant. Vous êtes une autre version, ça n'a rien à voir avec Harakiri ou autre, mais vous avez un esprit, moi je trouve, enfin, encore une fois, pas sur la forme, mais sur l'esprit. C'est ça. C'est la satire en fait, et la satire elle est multiple, comme on dit. Beaucoup de gens nous disent mais est-ce que c'est la même satire que le Canard enchaîné? Et je dis ben non, c'est pas la même, parce qu'en fait le Canard enchaîné a utilisé le mot satire lui lors de sa création pour se protéger de la censure. Bien sûr. Mais c'est nous on fait une forme de satire, mais on n'est pas la même satire que le Canard enchaîné ou que Charlie Hebdo.
Tout à fait, ils n'ont rien à voir. Alors je vais vous dire, si vous avez vraiment envie, dans ces temps difficiles, dans ce monde de brut et au cœur du réacteur, si vous avez envie de rire et de sourire, vraiment allez sur le gorafi.fr et lisez le meilleur du Gorafi qui est paru aux éditions du Cherche Midi. Franchement, vous vous en irez pas une minute. Français parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais avant le face-à-face, juste une huée. Une huée vraiment intéressante. Sciences Po. Sciences Po Paris, on a beaucoup parlé, hein, beaucoup de manifestations se déroulent à Sciences Po, qui est, paraît-il, l'institution qui forme les élites de la nation. Alors voilà, je vous lis. Moi, au début, quand j'ai reçu ça, quand Marie m'a envoyé ça, je pensais que c'était justement une fake news du Gorafi. Je me suis dit, c'est du Gorafi, ça c'est pas du tout, pas du tout. C'est extrêmement sérieux. Je vous le lis tel quel, le collectif Sciences Po. Alors, ils organisent une grande conférence, réunion collective sur la non-mixité. Alors, voilà ce qu'ils disent. D'abord, on va faire la non-mixité de genre en lien avec le documentaire. Alors, c'est le documentaire Selon elle de Camilla Oudlarbi qui aborde le rapport féminin aux racines ainsi que des problématiques spécifiques à la condition de la femme de la diaspora. Et puis, pour créer un safe space, très important. Safe space, ça veut dire c'est un espace sauvegardé, un espace protégé, dans lequel les femmes peuvent se sentir libres de s'exprimer en tant que femmes, sans ressentir de pression. Et j'ajoute, de pression de qui? Évidemment, des mâles, des hommes, des salauds de ce patriarcat absolument oppresseur, discriminateur, etc., etc. Voilà. Donc, non-mixité de genre. Et puis, il y a une autre, parce qu'on ne va pas s'en tenir là. Non-mixité non-blanche, pour questionner un vécu spécifique aux personnes racisées, le déracinement, l'identité plurielle, pour créer un safe space, encore une fois un espace protégé, dans lequel les personnes racisées peuvent partager une expérience commune sans se sentir réifiées ou fétichisées. Tel quel, hein, je vous livre tel quel le mot. Évidemment, s'il y a un blanc qui vient polluer par son identité cette atmosphère, pas possible, elles vont être réifiées. Alors réifiées, je vous traduis, hein, c'est le jargon absolument magnifique des philosophico, sociologico, idéologico, voilà, réifier, se sentir une chose, hein, c'est chosifié, ou alors fétichisé, évidemment, voilà, donc, pas question de mixité de genre, donc voilà, et puis pas d'hommes, bien sûr, et puis pas de blanc, voilà. Allez, on va pas poser la question facile. Si ça avait été le contraire, hein, une réunion qui disait interdit aux Noirs ou aux Arabes ou aux Juifs ou à je ne sais pas quoi, on dirait quoi? Et on serait furieux. Et qu'est-ce qu'on aurait raison, en fait, d'être furieux? En tout cas, plus qu'indigné. Voilà, ainsi se passe aujourd'hui, dans une institution auguste qui s'appelle Sciences Po, ainsi se passent les réunions. Je crois qu'ils sont timides, ils vont pas assez loin. Moi, je pense qu'il faut des réunions interdites aux chauves, interdites aux rouquins, interdites aux albinos, interdites aux pieds plats. Non, c'est vrai, il faut pas arrêter, il faut vraiment chosifier. D'ailleurs, on va en parler avec David Duquesne dans un autre style, ce qu'on appelle l'assignation à résidence ou l'assignation à exclusion. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkov reçoit l'essayiste David Duquesne qui vient de publier aux éditions Grasset « Ne fais pas ton français ». Et oui, itinéraire d'un bâtard de la République. Bonjour David Duquesne. Bonjour André. Alors, David Duquesne, vous avez écrit un livre bouleversant, je dois dire. Enfin, c'est un livre qui interpelle, c'est un livre qui raconte votre enfance. Alors, je le rappelle, mais vous allez raconter ça beaucoup mieux que moi. Vous êtes né en 1970. 71. 71. Vous avez donc 53 ans, c'est bien ça. Exactement, oui. Et vous êtes né, je dirais dire sans être ch'ti, vous êtes né dans le Nord, dans les Corons, enfin, dans ce qu'on appelait les Corons. À Lens, c'est ça. Vous avez eu comme grand-mère Fatima Lazare Benbouali.
Oui. Et votre mère, Ouria. Oui. C'est ça qui vous a... Et puis comme père, Serge Duquesne, qui dit que vous n'avez plus vu depuis l'âge de 5 ans, pratiquement. Oui. C'est ça. Et vous racontez effectivement le Nord, vous racontez comment vous avez été élevé, vous racontez la violence des parents, la violence des familles, la violence des clans, et puis aussi de très jolies choses, de solidarité, ou des choses très fortes entre vous aussi. Et puis vous racontez effectivement, un peu tout ça, c'est votre vie quand vous êtes à l'école, comment ça se passe, les scènes auxquelles vous avez assisté. Et je dois dire que loin de ces bavassages sur le métissage, la créolisation, etc., le multiculturalité, vous l'avez vécu, mais vous l'avez vécu vous, et vous le racontez totalement différemment, et c'est ce qui m'a marqué, au bon sens du terme, des discours qui soient politiques ou idéologiques habituels. Je voudrais que vous me parliez de ça, c'est de ce que vous avez senti, vous, très tôt d'ailleurs. Oui, je l'ai senti très tôt, et j'ai commencé à écrire sur les réseaux sociaux en 2012, après les crimes perpétrés par Mohamed Merah, parce que ce que j'entendais ne correspondait pas du tout au réel que j'observais depuis ma plus tendre jeunesse. Je voulais un petit peu ramener de la réalité. Ce livre, en fait, qui est venu un peu plus tard, c'est un miroir de la société française, mais sur les 70 dernières années, pour démontrer la mutation qui est en train de se jouer, qui est une mutation anthropologique, démographique, culturelle et civilisationnelle. On est passé ainsi de la méritocratie républicaine à la préférence diversitaire. Et on est parti du roman national pour arriver à Al-France Salouz, qui est un petit peu la version nationale d'Al-Andalus. Al-France Salouz. Que Emmanuel Macron semble avoir une nostalgie pour un apartheid religieux où la charia régissait les relations entre musulmans et non-musulmans. D'ailleurs, il faudrait le rassurer, Monsieur Macron, parce que Al-France Salouz est en train de se réaliser en France dans beaucoup de quartiers, que ce soit dans les quartiers nord de Marseille, même dans presque tout Marseille, en Seine-Saint-Denis, Roubaix, Tourcoing, Grenoble, Rennes, Nantes, Bordeaux est en bonne voie aussi. Certains quartiers de Toulouse, où Mohamed Merah a pu faire ce qu'il a fait. Donc il faut le rassurer. D'ailleurs, c'est assez curieux, puisque Emmanuel Macron, son club préféré, c'est quand même l'Olympique de Marseille, qui dénote une certaine fascination pour une certaine testostérone, une virilité, une sorte de culture du caïd qu'il fantasme. Donc, on le voit bien, même aujourd'hui, Emmanuel Macron est devenu un peu le vizir de son petit calife élyséen, qui est Yassine Bellatar. Donc, voilà, je voulais démontrer cette mutation en cours qui est dangereuse. Loin avec Emmanuel Macron. Oui, je vais loin, mais c'est lui qui va loin, il va plus loin que moi. Mais alors justement, ça m'intéresse, alors David Duquesne, comment vous, parce que vous racontez beaucoup de choses par rapport à la guerre d'Algérie, au FLN, à tout ce qui s'est passé dans les années 50, 54, 60, je rappelle que vous êtes né en 1971, donc c'était avant vous, d'ailleurs, je veux dire que ça a commencé. Mais comment, justement, vous avez vécu cette prise de conscience que vous avez eue très jeune, visiblement? Mais parce qu'il y a des choses qu'on raconte dans la famille, il y a des choses qu'on apprend. Il y avait dans ma famille une héroïne qui était Hassiba Benwali, la cousine de ma mère, qui était une poseuse de bombes du FLN, qui est morte en martyr. Donc déjà, ça suscite une interrogation, puisqu'elle était glorifiée. Ma mère glorifiait quelqu'un qui était morte pour que les femmes, finalement, rentrent à la niche et que ma mère profite des libertés que la France offrait. Donc il y avait quelque chose d'assez paradoxal. Ensuite, à force de témoignages, j'ai appris qu'il y avait en France ce qu'on appelait les bureaux du FLN qui surveillaient les Algériens en France durant la guerre d'Algérie afin qu'ils ne s'assimilent pas, qu'ils ne prennent pas les mœurs des Français, qu'ils ne marient pas leurs filles. C'était une politique voulue à ce moment-là. Bien sûr. Déjà, oui. Oui, et les Algériens en France devaient payer un impôt révolutionnaire qui finançait 80% des actions du FLN. Ils devaient payer aussi un impôt pour les fêtes musulmanes. Ils ne devaient pas marier leurs filles avec des Français, ils ne devaient pas prendre les mœurs françaises, ne devaient pas boire d'alcool, ne devaient pas jouer à des jeux de hasard. Et s'ils ne payaient pas, on les tuait. On les exécutait, bien sûr.
Et vous, juste, votre famille est arrivée quand en France? Ma famille est arrivée en 47, donc ils ont vécu la guerre d'Algérie de façon assez compliquée, puisqu'il y avait des luttes fratricides entre partisans du MLN et du mouvement national algérien de Messali Hadj, qui était un communiste. Il y avait aussi des gens qui étaient pour l'Algérie française dans la communauté algérienne, donc c'était pas évident. Et donc ils étaient soumis à cette pression, et ne pas faire son français, ça a commencé à ce moment-là. Ouais. C'est sur la communauté algérienne que c'est jouer l'assimilation, ou pas. Ah oui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat. L'origine, c'est là. L'origine, c'est là. Dans les années 50, 60. Voilà. Et ensuite, beaucoup de Maghrébins, qu'ils soient marocains ou tunisiens, se sont greffés sur ce mouvement, ainsi que les indigénistes, les décoloniaux. Les décoloniaux, les indigénistes ne font que dire ce qui pouvait se dire dans ma famille il y a 40 ans ou 50 ans. Et en fait, alors, dans votre famille, c'était quoi? C'était plutôt de dire on reste entre nous, on n'épouse pas une Française ou un Français. Et pourtant, voilà, votre mère a épousé votre père qui était un bon Français. Enfin, gaulois, comme on dit. Oui, en fait, c'est mes grands-parents trouvaient que la France était un pays formidable. Ils faisaient l'effort de parler français à la maison. Ils estimaient qu'on devait faire des études pour réussir, et là-dessus, ils étaient OK. Mais ils avaient toujours peur du regard des autres musulmans du quartier, et il fallait pas. Quand ma mère, je vais vous donner un exemple, quand ma mère a ramené mon père qu'elle a connu à l'usine, ma grand-mère Fatima a dit à ma mère, Auria, s'il te plaît, ne viens pas avec ton français à la maison, tu nous fais la honte. Voilà. Et quand elle m'a donné un prénom juif, Chouma, comme on dit. l'Archouma, donc c'est ce qui pose le problème de l'assimilation, c'est-à-dire qu'on fait venir en France des sociétés claniques qui sont structurées par le tribalisme solidaire. Et l'individu a beaucoup de mal à s'émanciper dans ces conditions-là, parce qu'il est accusé de trahison identitaire. Ouais. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que si vous voulez vous assimiler, on s'assimile à quoi? Puisqu'on a tout déconstruit. Qu'on a l'identité honteuse, quasiment criminelle. On dit aux petits Français, l'histoire de votre pays, c'est une succession de pages sombres, de crimes contre le roman national. On a des détricoté bons historiens français. C'est pour ça que je vous dis qu'on est passé du roman national à Alfred Salous. Ouais. Voilà, ça crée deux types de gamins, deux types de citoyens. Vous avez ceux qui ont honte de leur histoire, qui considèrent que leur histoire c'est une succession de crimes contre l'humanité, de pages sombres. Et vous avez de l'autre côté des gamins d'origine maghrébine qui vont être fiers et revanchards, puisqu'on va leur dire que l'islam c'est génial et qu'en plus on a été monstrueux avec eux, et ce qui en plus va alimenter le carburant victimaire et faire le jeu des islamistes, des djihadistes, des islamo-indigénistes. Donc si on veut détruire ce pays, on ne peut pas s'y prendre mieux. Et en fait, vous dites que cette histoire, oui, justement, je répète un peu ma question, cette histoire remonte aux années 50, 60, enfin aux années de la guerre d'Algérie, et d'ailleurs vous parlez de ce qui s'est passé après, parce que même en Algérie elle-même, quand il y a eu le fils et tout ça, dans les années 90, il s'est passé des choses terribles entre Algériens, le besoin de pureté amène à encore plus de pureté, c'est-à-dire que lorsque le FLN récupère le pouvoir en Algérie, il va mettre Allah dans la Constitution. Il va refuser que les porteurs de valises puissent être, français. Ils le seront à titre exceptionnel, mais ce ne sera pas transmissible à leurs enfants. Être algérien. Être algérien, oui. Voilà. On ne peut être algérien que par le sang et que par l'islam. Voilà. Donc c'est à partir du moment où on joue à ce jeu-là, il ne faut pas s'étonner 30 ans plus tard qu'une frange encore plus radicale, puisqu'on joue à être plus musulman que l'autre, on joue à être le sur-musulman, on veut devenir le plus musulman que son voisin, ça amène à de l'islamisme, à une radicalisation. Et le Front islamique du salut, lorsqu'il sort de la clandestinité, promet dans ses meetings d'égorger 2 millions d'Algériens qui sont des mauvais musulmans. Carrément, ils ont oui, j'ai regardé pas mal de vidéos de meetings en Algérie. Il dit que c'est 2 millions d'Algériens musulmans, mais ils ne sont pas vraiment musulmans. Voilà, on va créer un califat islamique et on égorgera 2 millions de mécréants le lendemain de l'élection. Et vous avez 47% des Algériens qui vont voter pour le fils. Ouais, pour le Front islamique du salut. Et les violences du FLN vont être recyclées à ce moment-là. Ouais, ce sont des faits c'est ce que vous dites. En tout cas, il faut rappeler ça. Et vous en parlez, David Duquesne. Justement, pourquoi David? On va en parler juste après cette petite pause. À tout de suite avec David Duquesne. Et vous voulez réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff et son invité, l'essayiste David Duquesne, reviennent tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et je ne suis pas le seul hein, dans tous mes états. David Duquesne, Ne fais pas ton français aux éditions Grasset, itinéraire d'un bâtard de la République. Et justement, hors antenne, on parlait un peu de ça, David Duquesne. Vous dites dans votre livre, d'ailleurs c'est intéressant, vous dites la République avait mis un voile sur les yeux de la France. Là, vous parlez de l'attitude de la France face à ce qui se passe. Et alors, ce qui se passe, oui, il faut rappeler, vous avez vécu très longtemps dans les cités, vous avez passé votre enfance, votre adolescence dans les cités du Nord, à Lens et ailleurs, et vous dites, si on ne comprend pas les clans, si on ne comprend pas les caïdas, le caïd et les cités, c'est l'angle mort, dites-vous, et on ne comprend rien à ce qui s'est passé depuis 30-40 ans. Oui, effectivement, la politique d'immigration et la politique de logement social a favorisé la reconstruction, on va dire, l'importation de grands clans familiaux. Parce que dans les pays du Maghreb, les gens vivent en clans et on ne se mélange pas avec les clans voisins. Et ces clans se sont reconstitués dans les cités et l'individu dans le clan n'existe pas. Et si on s'en prend à un individu, c'est ce qui est la cause des émeutes urbaines, on s'en prend au clan. Ouais. Si et le clan réagit, le clan réagit, va surréagir, ouais. Et c'est l'angle mort de toutes les analyses intellectuelles parce qu'on prend une grille d'analyse qui convient dans le marxisme ou qui pourrait être, comment dire, acceptable pour le catholicisme, mais dans l'islam avec des populations qui sont structurées en groupes claniques, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas dans... Mais est-ce que, alors, juste, je me fais l'avocat de ceux qui disent, oui, mais il ne fallait pas les regrouper tous ensemble, il fallait les saupoudrer, les disperser. Bien sûr, Emmanuel Macron appelle ça répartir les difficultés, et on voit ce que ça a donné, puisqu'on a eu des émeutes généralisées dans tout le pays l'année dernière. Mais ceux qui disent ça sont curieusement ceux qui ne veulent pas limiter l'immigration, et qui estiment que ceux qui arrivent sont prioritaires dans l'accès aux logements sociaux. Donc, ils sont un petit peu schizophrènes dans leur façon de présenter les choses. Comme ils ne veulent pas qu'on dise que c'est un problème, que cette immigration a des particularités bien différentes de celles qui sont arrivées antérieurement, ils veulent rejeter la faute sur la France. Donc c'est on va dire un raccourci facile, mais lorsqu'on gratte un petit peu comme je viens de le faire, on se rend compte qu'ils sont les premiers responsables de la situation. Oui, c'est une inversion accusatoire. Ouais. Mais alors justement, comment fonctionne le clan ? Vous parlez des 3 piliers notamment, il y en a d'autres, le football, le trafic et les filles. Oui, vous évoquez cela dans les quartiers, c'est comme ça que ça fonctionne. Le foot, c'est un très grand révélateur sociologique et c'est le sport le moins cher, le plus accessible. Le football, c'est le sport vraiment du tiers-monde quelque part. Et c'est dans ce sport qu'on va beaucoup s'investir. Ensuite, les filles, effectivement, il y a un problème parce que, si vous voulez, dans les cultures du Maghreb, les mariages sont arrangés. Donc, il n'y a pas cette culture de la liberté de choix, etc., de la liberté de choix, de la drague, on va dire, entre guillemets, courtoise. Et on a un petit peu l'impression que les filles françaises sont des filles faciles et qu'on peut les aborder et faire un peu ce qu'on veut avec elles. Donc, elles sont un petit peu des trophées. En plus, mais ça vient d'où ça, cette je veux dire, oui, l'européenne, la française, mais l'européenne, puisque ça se passe dans beaucoup de pays d'Europe. C'est assez scabreux, il faudrait retourner au texte de l'islam, sur le fait que les femmes ne sont pas dans le cadre du djihad, par exemple, on peut prendre les femmes des mécréants, des infidèles tués et en faire des esclaves sexuels. Voilà. Donc il y a une idée de pureté et d'impureté. Il y a la pureté des musulmans. Et les non-musulmans sont moins purs que les musulmans, et forcément les femmes des musulmans sont encore moins respectables que... Donc ce que vous dites, vous, c'est que la politique d'intégration et d'assimilation, parce que vous êtes un assimilé, enfin, voilà. Vous ne posez pas la question, vous dites qu'elle a échoué complètement. Enfin, complètement. Et elle a échoué, à votre avis, pourquoi, surtout ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est la masse démographique, qui fait qu'on ne peut plus assimiler. Oui, la masse devient critique et on ne peut plus... c'est-à-dire qu'un individu qui va essayer de s'émanciper, de s'assimiler, va passer pour un traître. Qui va le protéger ? Il va falloir qu'il quitte le quartier douar, entre guillemets, pour pouvoir échapper au clan. Voilà. On n'est déjà pas capable de protéger un professeur dans un collège ou dans un lycée. Comment on va protéger un gamin dans un quartier s'il veut s'émanciper, s'assimiler et qu'il passe pour un traître à sa famille, à sa communauté ? Vraie question. Voilà. Donc les beaux discours, c'est bien, mais dans le réel, quand on tape dans le dur, on fait comment ?
Et alors, donc, ça conduit à cette espèce de... Et je voudrais revenir sur une chose, les trafics. Les trafics, si vous voulez, quand on explique à des enfants que la France est coupable d'avoir commis des crimes contre leurs ancêtres, qu'elle a colonisés, ces enfants estiment que la République française, ils n'ont pas à la respecter. Donc, ils vont se jeter dans l'économie parallèle pour niquer la France. Ils le disent, c'est revendiqué. Mais les sociologues qui sont convoqués sur les plateaux de télé et dans les émissions de radio racontent autre chose. Ils racontent quoi? Ils racontent, vous voulez dire, ils enjolivent, ils font des images d'Épinal. Ils vont vous prendre 2 statistiques, ça marche comme ça. Ils vont vous dire, on le sait, les HLM, les logements sociaux sont criminogènes parce que ces grandes tours avec toutes ces tonnes de béton, ça crée de la criminalité puisqu'on a un taux de criminalité très élevé. Donc c'est lié à la biomasse de béton. Mais moi, je peux aussi dire, avant d'arriver dans les HLM, ces populations venaient de logements insalubres où il n'y avait pas d'eau chaude, où il n'y avait pas de chauffage central, où il n'y avait pas de commodité. C'était un grand progrès. Donc je peux aussi inverser le truc et raconter que, vous voyez, le fait qu'on ait mis de l'eau chaude, du chauffage central, des toilettes et des salles de bain, c'est ce qui cause la criminalité et la délinquance. Puisqu'on a 2 statistiques qui se rejoignent. C'est très malhonnête comme façon de faire les choses. Il n'y a pas d'études de terrain, c'est pas sérieux. Certes, oui, c'est pour ça qu'ils sont sociologues de plateau. Pour revenir alors au trafic, etc., ce que vous dites, c'est que tout ça, vous racontez très bien ça dans votre livre, en tout cas, vous dites ça a explosé quand même en quelques décennies, ça a pris une importance extrêmement grande. On voit très bien ce qui se passe aujourd'hui dans les points de deal et un peu partout. Enfin, c'est pas, hélas, nouveau, mais ça devient de plus en plus violent. Et cette violence-là, est-ce que dans votre jeunesse, justement, parce que vous racontez quelques scènes de lynchage dans votre livre qui sont assez dures, même assez violentes. Donc pour vous, c'était les prolégomènes, c'était le début de quelque chose. Là, il y avait cette violence existait déjà. Les châtiments corporels dans les pays du Maghreb vis-à-vis des enfants, c'est quelque chose quand même d'assez répandu. C'est tabou. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà. Et vous dites que c'est répandu. Enfin, ça s'est répandu à la société française parce qu'il n'y a pas eu de butée. Dans les pays du Maghreb ou dans les pays arabes, la butée, c'est le pouvoir de la dictature. Elle empêche les clans de faire la loi. Ça, voilà. Ici, ils arrivent. Mais pas en France. En France, c'est un système libéral et ils se rendent compte qu'ils sont face à des gens cool, sympas, ouverts. En plus, des gens qui les prennent pour des victimes, ce qui est encore plus merveilleux. Et donc, comme ils sont habitués au rapport de force déjà dans la communauté et dans la famille, le rapport de force, ils vont l'importer dans la cour de récréation, dans la rue. Et ils vont l'emporter. Je dis toujours, 100 tribalistes auront toujours raison de 1000 individualistes. Ouais. Voilà. Parce qu'ils ont la force de l'union, enfin voilà. et du rassemblement autour de certaines valeurs. Et ensuite, il faut dire les choses aussi, l'antiracisme a été pour eux une immunité idéologique. Ça a protégé toutes ces dérives. Comme une certaine justice leur fournit une impunité physique. Ça fait partie de la problématique, oui. L'immunité idéologique protège, par l'antiracisme, protège l'islamisme, protège les caïds, protège les indigénistes. Et donc, il n'y a jamais eu, en fait, ce que vous dites d'ailleurs, il n'y a jamais eu, que ce soit de la part de certains actuels ou de politiques ou autres, il n'y a jamais eu une espèce de réaction à cela. Enfin, c'est quoi? C'est le sentiment de culpabilité des Français? C'est quoi? C'est oui, nous sommes puissance coloniale. D'ailleurs, on va pas revenir à Macron, mais la colonisation est un crime contre l'humanité. Il l'a dit en Algérie pendant sa première campagne présidentielle. Mais enfin, il n'y a pas que lui, et beaucoup d'autres l'ont dit. Vous croyez quoi? C'est une espèce de doxa qui s'est installée et qui a dit oui, de toute façon, nous sommes les coupables et nous devons expier. Oui, il y a une doxa. C'est le christianisme. Ce sont, comme l'explique Chesterton, des valeurs du christianisme qui sont devenues folles. Voilà. Donc, ensuite, je pense que les élites utilisent l'immigration. Je dirais, il y a un bloc élitaire qui utilise le bloc diversitaire contre le bloc populaire historique. Ils ont tout intérêt à le faire. Parce que on a un bloc populaire historique qui est pétri de droit du travail, de culture syndicale, et en faisant venir des gens qui vont coûter moins cher pour le bloc élitaire, on peut les favoriser, quitte à faire des concessions sur le blasphème, sur
sur certaines violences, le voile, voilà. Donc, je pense qu'il y a de ça derrière aussi. Oui, d'ailleurs, c'est dans le cadre aussi, en plus de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne, pour faire l'Europe, il faut détruire les nations. Il ne faut plus que les gens aient d'appartenance charnelle à la nation. Donc, on va d'un côté discréditer la nation dans les programmes scolaires, dans les médias, dans le monde de la culture, et de l'autre côté, on va mettre en valeur l'autre, l'altérité, la civilisation islamique, en faisant venir des populations justement qui n'ont pas d'attachement charnel, et même qui ont parfois une haine de la France. Donc ça rend service. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, des intérêts très divergents se retrouvent miraculeusement ensemble pour quelques visées tout à fait non pas glauques, mais on le dit pas, mais on le pense très fort. On va se retrouver tout de suite avec David Duquesne. Ne fais pas ton français, et il continue en fait à faire son français, il faut le dire, on en parlera tout de suite après cette petite pause. Dans le face-à-face, André Berkoff reçoit aujourd'hui l'essayiste David Duquesne. Si vous avez une question ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Juste et toujours avec David Duquesne pour ce très bon livre, vraiment, et qui enseigne beaucoup de choses. Ne fais pas ton français. Juste retrouver cette page où vous dites ceci, David Duquesne. Justement, on parlait de cette connaissance. Vous dites: c'est cela que j'ai vu, c'est cela que j'ai vécu. Vous racontez effectivement votre enfance, votre adolescence, vos années d'école, d'études, etc. Que les bobos des beaux quartiers qui ne connaissent rien à cette réalité ne viennent pas faire des leçons antiracistes à un demi-métèque qui sait de quoi il parle. Voilà, vous dites ça. Donc, en tant que demi-métèque, est-ce que vous avez subi donc des accusations ou des remarques des deux côtés du tableau français? Des remarques de quel genre Des remarques, disons, ou racistes, ou discriminatoires, ou... Vous savez, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'avais des cheveux frisés, j'avais une petite moustache. Donc j'avais vraiment le physique du maghrébin. C'était pas écrit sur mon front, mais on pouvait me voir comme tel. J'ai dû subir en 50 ans, un peu plus de 50 ans de vie, 4 ou 5 fois des remarques racistes. Mais je n'en ai pas fait quelque chose qui serait, entre guillemets, systémique. Je ne m'arrête pas à quelques cons que je peux rencontrer à l'occasion. Voilà. Vous n'avez pas fait de la concurrence victimaire, là? Non, ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas mon truc. Ensuite, par contre, les assignations à résidence identitaire de la part de Français, dans la mesure où ils avaient beaucoup de mal à admettre l'idée que je n'étais pas musulman. Donc, c'était un peu compliqué, vous savez, pour eux de comprendre ça. Je voudrais que vous racontiez, d'ailleurs, c'est très intéressant, l'histoire de votre maîtresse, Madame Rochon, je crois. Alors, on l'a appelée Mademoiselle Richon. Richon, c'est ça, oui. En réalité, elle a un autre nom, mais on l'a protégée. D'accord. Elle trouvait, comme j'étais le seul exotique dans la classe en CM1, CM2, elle me trouvait extraordinaire. C'était pas mes notes qui étaient extraordinaires, c'était le fait que j'avais une culture du Maghreb, que je pouvais à l'occasion peut-être apprendre à parler l'arabe, que je devais peut-être être musulman. Elle vous donnait vraiment des meilleures notes qu'un Français, un Alexandre quelconque? J'étais premier de la classe à l'époque, ouais. Voilà. Peut-être vous le méritiez. Oui, je travaillais très dur. Non, j'ai une mémoire phénoménale. Et un jour, on a rendu un devoir sur la préhistoire, sur le paléolithique, je sais plus. Et puis, elle m'a dit, David, elle fait, si j'avais pu, je t'aurais mis 22 sur 20, puisque tu m'as dit des choses qui n'étaient pas dans le cours. D'accord. Voilà. Mais ce qu'il avait marqué, c'était ça. Et après, on a eu un nouveau dans la classe qui s'appelait Khalid. Et il était plus exotique que moi, il était plus arabe et plus musulman que moi, donc lui, il était devenu plus intéressant que moi. Voilà. Et je l'ai revu il y a 3 ans, j'en parle dans le livre. J'étais en train de me battre avec un horodateur et elle m'a interpellé, elle m'a dit « Alors, jeune homme, en rade ?» Et je me suis retourné, je l'ai reconnu et on a engagé une discussion. Et la seule chose qu'elle a su me dire, c'est « Ah oui, David, tu as gardé ta formidable culture arabe, tu parles l'arabe, et ça tournait qu'autour de ça. Il y a que ça qu'elle avait gardé en tête. C'était les prémices de ce que j'appelle la préférence diversitaire. Et ça a continué au collège, où les profs étaient beaucoup moins sévères envers les jeunes maghrébins, beaucoup plus indulgents en ce qui concerne la discipline ou les notes. D'ailleurs, moi, je travaillais un petit peu moins bien parce que j'avais remarqué que d'avoir des bonnes notes, ça entraînait beaucoup d'hostilité. Je me suis battu avec un gars qui se moquait de moi. Je crois que j'aurais pu le tuer si la prof n'était pas arrivée.
Et après, j'ai dit, bon, je vais pas me battre avec tout le monde. J'ai baissé mes notes pour dire de bien m'intégrer, entre guillemets. Et puis, alors tous les ans, on avait droit à l'exposé sur les cultures du Maghreb et sur les 5 piliers de l'islam, alors que c'est pas de ça qu'on avait besoin. Personnellement, c'était comme si on voulait dire aux petits Français qui n'y connaissaient rien à l'islam, mais regardez, c'est merveilleux, tout va bien se passer. Oui, ça c'est bien. Regardez, prenez exemple sur l'exotique. C'est beau, regardez. C'est comme si vous recevez un petit gamin qui vient de Tanzanie ou du Kenya et que tous les ans vous lui faites danser à la kermesse à Hakuna Matata, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ça commence à devenir lourd. Donc voilà, c'est gentil, mais c'est amusant, cette espèce de mauvaise conscience retournée, quoi, qui fait une discrimination positive, mais à l'envers. Mais non, mais l'objectif, c'était quand même de faire de tous les enfants, quelles que soient leurs origines et leurs conditions sociales, des petits Français. Ah oui, c'est ça. Donc il fallait embrasser le roman national. Moi, je préférais qu'on me parle de Roland de Roncevaux, de Jeanne d'Arc ou des Lumières que de ça. Et en fait, non, voilà, on voulait faire du zèle. Je crois que nous avons Claude de Perpignan, c'est bien ça? Oui, bonjour André Berkoff et bonjour David Duquesne. Je vous ai écouté avec alors immensément d'intérêt, je dois dire. Parce que vous apportez un éclairage qui me plaît bien, quoi, sur les questions que vous abordez. Et alors moi, j'ai 2 questions à vous poser, dont une qui, à mon avis, pourrait se trouver une réponse uniquement au plan politique, parce que c'est faisable, bien que difficile. Puis une autre plus globale. Alors, la référence que j'ai, moi, c'est en ce moment les femmes afghanes et les femmes iraniennes, qui sont en train d'être les premières, les femmes afghanes complètement effacées, et puis les femmes iraniennes en voie d'effacement. Oui, on en a parlé ce matin aussi dans l'émission. Oui. Et je suis très offensé, moi, par le silence des féministes françaises, ça c'est une vraie question. Et puis surtout à Perpignan, cher David, je vois de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles, et les jeunes filles, j'entends lycéennes, voire collégiennes, avec l'abaya et le voile dans les rues de Perpignan. Et je suis offensé par ça, parce que d'abord, on est dans un pays où on n'a pas affiché sa religion, et puis deuxièmement, parce que ces jeunes femmes et ces jeunes filles, en fait, elles sont en train de... c'est un peu comme quand vous disiez que ma mère en fait glorifiait une héroïne qui finalement au bout du compte la condamnait à rester chez elle. Ces jeunes femmes en disant voilà, je veux que vous sachiez que je suis musulmane et que ma loi ce sera la charia, et que donc elles sont prêtes à la répudiation, elles sont prêtes au mariage forcé, elles sont prêtes à ne plus danser, à ne plus avoir de musique. Et je trouve que je pense, que pensez-vous de l'interdiction complète du voile et de l'abaya dans l'espace public? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, elle est très brève. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport aux femmes afghanes et aux femmes iraniennes, les musulmans qui vivent en France et qui vivent paisiblement devraient quand même prendre la parole et dire non, c'est pas ça? Ou alors, si vraiment c'est ça, get out. Que répondez-vous? Alors la première question, c'était par rapport au voile, aux tenues islamiques dans la cité, dans l'espace public. On a un gros problème parce qu'en fait, le vêtement dans le monde occidental, c'est un marqueur social. Il a une histoire sociale. Dans le monde musulman, le vêtement a une histoire religieuse et identitaire, parce que dans le monde musulman, avant la colonisation, le vêtement servait à définir qui était musulman, qui était chrétien, qui était juif. Et en fonction des droits octroyés à chaque communauté, le vêtement permettait de savoir si la personne outrepassait ses droits. Voilà. Donc c'est 2 civilisations qui se rencontrent. Le voile islamique, moi je ne vais pas vous dire que le voile islamique c'est pas l'islam. Je pense que l'islam reprend son petit bonhomme de chemin après la parenthèse coloniale. Voilà, c'est tout. Alors, sauf que beaucoup de leaders musulmans, rappelez-vous Nasser qui se moquait des gens, Nasser le raïs égyptien, qui se moquait des gens qui voulaient porter le voile. Il dit moi ma fille elle portera jamais le voile. Le roi du Maroc Hassan II et autres et pas seulement. Enfin. Oui bien sûr, et la fille du roi actuel du Maroc ne porte pas le voile. Exactement. Donc c'est-à-dire que Nasser, on est à une époque où l'Occident impose ses mœurs partout. Il n'a pas honte d'être lui-même. Et donc. Et pourtant, c'est le grand leader du monde arabe. C'est le grand leader du monde arabe, mais dans les grandes capitales arabes, les femmes musulmanes ont envie de vivre comme des femmes occidentales. Depuis, on a honte d'être ce qu'on est, et on a laissé
le champ libre culturel à cet islam des origines. Alors moi, je peux pas vous dire qu'il faut l'interdire. Non, c'est pas de ça. C'est pas moi qui ai les outils pour contrer cela, mais ce qui se joue avec cette immigration musulmane qui s'installe et je l'explique dans mon livre, il y a une sorte de course à l'échalote. Dans les quartiers, on n'a pas peur des islamistes. On a peur des autres musulmans, on a peur de la communauté, on a peur de passer pour de mauvais musulmans auprès des autres. Donc on fait du zèle. Donc le vêtement va servir à montrer aux autres qu'on est tout aussi musulman que l'autre. Voilà, se joue le jeu du sur-musulman. Et vous allez même plus loin. Dans votre livre, vous parlez du zèle des convertis. Oui, les convertis vont encore plus loin parce qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves. C'est ça. Donc, comme ils n'ont pas souvent... Parce que pour les convertis, être musulman, c'est être arabe, entre guillemets. Alors, comme ils n'ont pas la bonne couleur de peau, alors, ils vont aller plus loin pour prouver que... ouais. Voilà, donc il faut absolument... Et pour eux, le Saint Graal, c'est souvent, chez les garçons, de pouvoir se marier avec une fille maghrébine musulmane, être accepté dans une famille. Voilà. Et justement, pour répondre à la seconde question de Claude, vous avez répondu, vous dites que, parce qu'il dit pourquoi les musulmans ne sortent pas pour protester auprès du sort fait aux femmes afghanes et aux femmes iraniennes. Alors souvent, c'est vrai que j'ai posé souvent la question à des femmes qui portaient le voile, je leur dis, vous êtes là à dénoncer l'islamophobie dès qu'on vous interdit de mettre le voile dans les écoles ou dans certaines administrations, mais j'ai jamais vu de femmes voilées musulmanes manifester pour les droits des femmes qui refusent le voile dans les pays musulmans. Vous êtes où, là? Et qu'est-ce qu'on vous dit dans ces cas-là? Il n'y a pas de réponse. Il y a une gêne. Ouais, c'est tout le problème, effectivement. Nous allons juste continuer avec David Duquesne et juste faire une petite pause. À tout de suite. Et pour une question ou pour une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Supercoff dans tous ses états. Le face-à-face. David Duquesne ne fait pas ton français, mais justement dans ce livre, vous faites votre français, vous le faites bien, c'est-à-dire que voilà, vous définissez enfin, parce qu'à un moment donné, on vous dit, oui, pour les partis, vous êtes quoi? Vous êtes français, vous êtes algérien, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et justement, alors, David Duquesne, qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis un Français, c'est tout. J'essaye d'être fidèle à ce que la France a pu proposer de meilleur. Et c'est avec panache que je viens ici défendre la France et mon livre. Voilà. Tout à fait. Et justement, est-ce que quand vous, avec le recul maintenant, vous êtes marié, vous êtes père de famille, vous avez connu des moments très durs que vous racontez dans votre livre. Est-ce que vous sentez, sans dire vous êtes pessimiste ou optimiste, est-ce que vous sentez qu'on peut aller vers une résolution des problèmes, par le haut bien sûr, ou bien au contraire, on va vers des affrontements plus ou moins inéluctables? Et je ne vous demande pas de prophétiser, on n'est pas dans un congrès de voyance, mais quand même. Alors, je pense qu'il y a si on prend les bonnes décisions, il risque d'y avoir des violences en réaction. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Quelle décision? Alors, il va falloir limiter drastiquement l'immigration et revoir la politique de logement, c'est-à-dire... il ne faut pas répartir les difficultés, il faut tuer les difficultés. Et déjà... s'opposer drastiquement à une forte immigration, avoir une immigration choisie, ça va créer des violences qui vont venir de la gauche, ça c'est sûr. Ensuite, ce qui se passe dans les quartiers, il faut un choc d'autorité. Les caïds et les islamistes ne respectent pas les faibles, ils les méprisent. Donc il va falloir faire preuve d'autorité. Autorité au niveau de l'État, au niveau de l'État, au niveau de la justice. Il faut aussi, il y a des gens qui n'ont rien à faire dans les rues et qui ont créé une économie parallèle, une loi parallèle, une police parallèle. Ces gens-là, il faut les sortir des quartiers. Parce que les islamistes comptent sur eux. Y compris manu militari, soyons clairs. Il faut le faire manu militari. Vous savez, on nous a dit que c'était pas le rôle de l'armée d'aller faire ce type de besogne. Mais moi, j'ai le souvenir qu'en 1946, lorsque les mineurs ont manifesté pour améliorer leur niveau de vie, améliorer leur salaire et leurs conditions de travail, on a envoyé les chars. Alors peut-être que les mineurs, c'était plus dangereux que les caïds. Peut-être. Ils étaient avec des vélos, ils n'avaient pas d'armes. Ils voulaient juste avoir de meilleures conditions de travail et des salaires revalorisés.
On veut leur envoyer les chars, on a envoyé l'armée. Et puis, lorsqu'on a voté la loi de 1905, on a sorti sur la laïcité, les 15 années qui ont précédé cette loi. On a envoyé l'infanterie dans des abbayes, dans des couvents, dans des monastères, alors qu'on avait des gens qui n'étaient pas très violents. C'était pas des guerriers armés, là, les trappistes ou les sœurs. Et on s'en fait une gloire, comme si qu'on avait... Voilà, non, mais il y avait pas de... C'était pas très glorieux, en réalité. Donc vous dites autorité, vous dites, voilà, il y a des choses à faire très précises et que la loi permet en plus. La loi permet, il faut... Et qui l'empêche alors? Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas? Déjà, il faut des moyens matériels. Il y a des gens qui, je veux dire, il faudrait un peu plus de prisons quand même. On les attend, les places de prison. Il faut donc des fonctionnaires aussi pour travailler dans ces prisons. Il faut aussi, il y a des gens qui devraient être expulsés du pays, qui sont dans les OQTF. Les OQTF, mais aussi des binationaux qui n'ont plus rien à faire dans le pays et qui surchargent les centres pénitentiaires. Vous parlez des binationaux qui ont commis des crimes ou oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis aussi ainsi que certains islamistes. Donc, oui, il y a un travail d'autorité à faire. C'est la violence légitime de l'État qui n'est pas appliquée. Si on le fait, ça va forcément entraîner des troubles. Et si on ne le fait pas, on aura des violences qui vont devenir exponentielles à terme. On sera confronté à des violences. Chaque année, c'est pire que l'année précédente. Vous reprenez, en paraphrasant Churchill, vous avez choisi la lâcheté pour éviter la guerre, vous aurez la lâcheté et la guerre. Exactement. Et donc, et personnellement, ce que vous voyez depuis que vous avez connu dans le Nord, que vous connaissez, que l'on connaît tous aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, est-ce que c'est une question, parce que vous en parlez un peu de gauche et de droite, ou c'est une question beaucoup plus générale par rapport aux élites, à la position des politiques, à l'électoralisme et au conflit d'intérêts? Je pense que c'est plus un problème avec nos élites, même si, on va dire, à droite, il y a encore des gens qui sont lucides et qui proposent des choses. Je pense que le ministre de l'Intérieur actuel est quelqu'un d'intéressant parce qu'il fait quand même les bons diagnostics. Je ne sais pas s'il aura les moyens matériels d'appliquer ce qu'il veut faire, mais il est plutôt au niveau du discours. Reste à savoir s'il pourra appliquer. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais oui, effectivement, au niveau des élites, c'est une catastrophe. Les élites jouent leur partition contre le peuple français. Et ils utilisent cette immigration contre le peuple français. Ce que je dis, c'est très grave. Ça va peut-être me valoir des ennuis, mais... Non, mais oui, c'est ce que vous parlez quand vous parlez des faits diversitaires et des faits élitaires. Enfin, ouais, le bloc diversitaire, le bloc élitaire. Et à un moment, je me suis dit, mais on n'est plus dans le fait divers, on est dans le fait diversitaire. Qu'on maquille d'ailleurs, qu'on cache, on euphémise, on minore. Et celui qui va essayer de dire le réel risque d'être ostracisé, d'être mis à mort socialement. On va presque le criminaliser. Donc il y a un climat de terreur idéologique en France sur ces sujets qui règne et qui est très délétère. Et vous pensez qu'il a grandi par rapport à ce que vous avez connu il y a 20 ans ou 30 ans? Ah oui, bien sûr. Plus le problème est grand, plus la terreur grandit avec. Et plus on essaye de masquer. C'est ça aussi. Voilà, c'est-à-dire que... les faux semblants. On vous dit, ici, quelqu'un a été tué a été transpercé par une défense. Là, un homme a été piétiné par des pattes géantes. Là-bas, on a entendu un barrissement, on a découvert 3 morts. Il y a une maison qui a été écrabouillée par un troupeau, mais on ne sait pas de quoi c'est. Et si vous dites le mot éléphant, on vous dit attention, tu es éléphantophobe. Ah oui, j'ai vu un éléphant, comme il y a l'éléphant dans la maison. Voilà. Comment vous osez dire ça? Voilà. Et je crois que ça résume, hélas, une bonne partie tout de la situation. En tout cas, lisez le livre de David Duquesne. Ne fais pas ton français. C'est écrit, c'est informé, et puis surtout, ça parle du réel. Et c'est pas mal quand même de se rappeler, je le dis très souvent, quand le réel frappe à la porte, il ne faut pas se boucher les yeux et les oreilles, il ne faut pas fermer les fenêtres, il faut ouvrir et regarder. C'est ce que vous avez fait dans votre livre. Merci. André Berkoff recevait aujourd'hui l'essayiste David Duquesne qui vient de publier aux éditions Grasset « Ne fais pas ton français ».